C'est la 50e de Curieuse Neuse. On se retrouve tous les mardis et jeudis matin et on est déjà à la 50e en 2 saisons puisqu'on avait commencé l'année dernière. David Esther, vous étiez notre premier invité. Alors qui de mieux pour fêter cette 50e que vous? Je rappelle, vous êtes député et président du MR Bruxelles et donc on va reparcourir ensemble les 50 thématiques qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et le premier invité, c'était donc vous. Et à l'époque, vous disiez, parce que je suis allé revoir les interviews, on veut que Bruxelles soit une plateforme de l'innovation. Quand on voit le budget aujourd'hui au niveau de la région, on en est où? Est-ce que Bruxelles est cette plateforme de l'innovation? Est-ce que Bruxelles est cette plateforme de l'emploi où on est loin des objectifs? Ce n'est pas une position classique d'opposition que je vais prendre ici, mais on en est loin et on l'avait déjà senti il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au lendemain de la crise Covid, on pensait que c'était le lendemain, l'Europe a dit, voilà, vous avez droit à une enveloppe d'OTAN, c'était 6 milliards pour la Belgique, et on va vous demander avec ces 6 milliards de relancer votre pays, de relancer vos régions. Et là, la région bruxelloise avait gentiment demandé un peu plus de 300 millions, avec dedans à peine 11 millions pour l'intelligence artificielle. On a compris tout de suite que les ambitions n'y étaient pas et qu'on ne va pas faire de Bruxelles la plateforme à la fois l'innovation, mais derrière ça, c'est vrai, de la formation et de l'emploi. Il y a des milliers d'emplois à prendre autour de l'intelligence artificielle, autour précisément du codage, de l'innovation. On pense que Bruxelles peut être cette capitale là. Pour le moment, c'est raté. Le train passe, mais le wagon n'est pas saisi. Dans les premières émissions, on avait beaucoup d'invités, notamment autour des jeunes qui étaient en souffrance. On avait Trace ton cercle, notamment, qui est venu au tout début. Et puis, on a eu à un moment donné TADA, une ASBL qui permet aux jeunes de découvrir des métiers. Est-ce que c'est ce type d'initiative-là qu'il faut renforcer pour justement éviter qu'aujourd'hui, on ait des jeunes qui soient sans formation, sans emploi? Mais c'est même sur ce type d'initiative-là qu'il faut uniquement se concentrer. On le voit quand on regarde le budget ici dont on est en train de discuter au Parlement bruxellois. Il y a un saupoudrage comme ça sur une série d'initiatives un peu partout sur Bruxelles depuis des années, avec des dépenses qui explosent. Nous, ce que l'on veut, c'est rationaliser ces dépenses et les concentrer là où ça fonctionne. TADA, c'est quoi? C'est aller chercher des jeunes dans des quartiers où, en fait, il n'y a qu'une chose qui se transmet de génération en génération, c'est la précarité, c'est la recherche d'emploi. Mais tout ça, ça ne se trouve pas dans ces quartiers-là. TADA va chercher ces jeunes, les sort de ces quartiers parce qu'ils veulent sortir, mais ils ne savent pas toujours par où, et va leur montrer ce qui se passe dans d'autres entreprises, dans des universités, dans d'autres associations, leur ouvre des portes, leur apprend aussi les codes, parce que des fois, vous avez le talent, vous n'avez pas les codes pour décrocher un entretien d'embauche, par exemple, ou décrocher un emploi. TADA fait ça sans pouvoir public, sans subside public. Ça fonctionne ailleurs, sauf à Bruxelles. C'est là-dessus qu'il faut investir, parce qu'on le voit. Il y a presque 90 000 personnes qui cherchent un emploi à Bruxelles. Il y a encore des métiers en pénurie. Ces jeunes-là, ils n'ont qu'à avoir justement cette opportunité de sortir de leur quartier, avoir cette formation qui les aide à trouver ce lien vers cet emploi en pénurie et refaire vivre Bruxelles, là aussi où dans les quartiers, malheureusement, ça ne va pas depuis trop longtemps. Ça, c'est surtout pour le public des jeunes. Par cette crise Covid, on a aussi d'autres secteurs qui ont été touchés. On pense à l'ORECA, on pense au tourisme, aux indépendants, à l'enseignement forcément. Et tous ces gens étaient invités lors d'une spéciale Covid. C'était après notre 15e émission. On était alors le 22 avril 2021. 7 mois plus tard, on en est où à Bruxelles pour les aides? Est-ce que c'est fini tout ça? Est-ce qu'on ne parlera plus jamais d'aide pour ces secteurs? Est-ce qu'on peut dire que tout ça est derrière nous et qu'on pense qu'on est déjà dans l'après? Espérons surtout qu'on ne parle plus de fermeture et que donc on ne doit plus parler de nouvelles aides, parce qu'on le voit, lorsqu'il a fallu sortir de l'argent pour aider celles et ceux qui font Bruxelles, qui font vivre Bruxelles, les commerçants, les entrepreneurs, les indépendants, Bruxelles a été à la traîne avec, bon an, mal an, un peu plus de 10 000 euros, alors qu'en Flandre, un peu plus loin, c'était parfois pas loin de 40 000 euros, ce qui permet vraiment de soutenir. Vous savez, si vous avez un loyer, par exemple, d'un petit Eureka qui est de 2 000 3 000 euros, si vous recevez une fois 4 000 euros sur 6 mois, comment vous vous en sortez? Comment voulez-vous en sortir? C'est impossible. Et donc heureusement que le pouvoir fédéral a débloqué le chômage économique pour tous ceux qui ne savaient pas travailler à ce moment-là. Ça a pu sauver pas mal d'indépendants. Mais si on avait compté uniquement sur Bruxelles, on n'y serait pas arrivé. Donc ici, espérons qu'il n'y ait pas de nouvelles fermetures. Quand on voit aussi la politique de vaccination qui a été menée ces derniers mois, on voit que Bruxelles reste toujours terriblement à la traîne. Et donc peut-être que justement, c'est encore à Bruxelles où il risque d'y avoir le plus de difficultés. Il va falloir s'assurer en effet qu'on puisse recréer de la classe moyenne à Bruxelles pour qu'il y ait à nouveau un peu de sous dans les caisses bruxelloises, pour que si on a encore une crise à court terme, on puisse aider celles et ceux qui font tourner justement l'économie bruxelloise. Est-ce qu'à un moment donné, cette crise Covid sera derrière nous? Est-ce que vous pensez qu'on va devoir continuer à vivre avec et trouver comment vivre avec? Oui, je ne suis pas un XM expert du Covid. J'ai participé à beaucoup de débats, j'écoute, on lit beaucoup et j'oserais certainement pas me prononcer. Tous ceux qui sont prononcés il y a un an et demi ont dû revenir sur leur déclaration souvent quelques semaines ou quelques mois après. Je
pense qu'il va falloir vivre avec. Je crois, on en parlait justement avant, que ceux qui traversent ici cette période d'hiver sans être une fois mis en quarantaine ou sans une fois choper le Covid, on espère, de manière extrêmement faible, ils auront beaucoup de chance. Et donc voilà, il va falloir pouvoir vivre avec. On le voit quand même, on a ici, c'est vrai, dépassé la barre des 500 lits d'hôpitaux en soins intensifs. Il y a un an, à même époque, on était aussi au-dessus des 1500 lits plus ou moins. Donc on voit que la vaccination fonctionne. Il faut continuer à aller aider celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore pu être convaincus de l'utilité d'être vaccinés à Bruxelles. On va pas trop s'attarder sur le Covid, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les émissions. On va revenir sur des sujets forts qui marquent Bruxelles, puisque je rappelle, vous êtes président du MR Bruxelles. À la 20e émission, c'était Nicolas Kuczynski qui était notre invité. Et en deuxième saison, au 11e épisode, on avait Boris Dilias. Il nous parlait aussi brièvement, tous les deux, du bois de la Cambre. Est-ce que c'est mieux maintenant, le bois de la Cambre, maintenant qu'il y a une partie qui est fermée? Est-ce qu'on a enfin trouvé ce compromis? Est-ce que c'est un dossier qui est fini? Oh, bah écoutez, il y a une étude qui est en cours, donc c'est une phase test qui est actuellement en cours. Moi, j'ai pas mal de retours comme quoi, en fait, ça n'est toujours pas bon. Il reste pas mal de maladresse dans la phase test qui est prévue. C'est nettement mieux qu'avant, évidemment, parce que rappelons quand même l'élément de base. C'est fermer un des accès au sud de Bruxelles aux automobilistes qui viennent du Brabant wallon. C'est plus de 15 à 20% des nafteurs bruxellois qui viennent du Brabant wallon. C'est fermer cet accès au sud de Bruxelles sans pour autant avoir en parallèle, offrir une alternative crédible. Vous demandez à ceux qui viennent vivre, travailler à Bruxelles de ne plus passer par le bois de la Cambre, parce qu'on ne sait pas très bien par où, sans pour autant leur offrir une alternative crédible, que ce soit en transport en commun ou autre. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas crédible. D'autant plus qu'en parallèle, au nord de Bruxelles, ils s'apprêtent, la même majorité, à ouvrir un grand centre commercial où des milliers de bagnoles sont amenées à venir presque tous les jours. Il y a à un moment donné une absence de bon sens dans ce genre de décision, et c'est ça qui manque profondément dans la politique de mobilité à Bruxelles. C'est du bon sens. Bruxelles doit évoluer. Bruxelles est une ville qui a été construite autour de l'Expo 58 avec beaucoup d'autoroutes urbaines, avec une jonction nord-sud pour le train, mais qui, au cours des 50 dernières années, n'a pas connu d'évolution ni d'alternative crédible en termes de transport en commun. C'est à peine une quinzaine de kilomètres de bus, de tram et de métro en plus sur les 15-20 dernières années. À peine. Comment voulez-vous, avec une aussi faible offre sur les 15-20 dernières années, demander aux gens de passer vers un autre mode de transport? Ça ne peut que créer du clivage et opposer les automobilistes avec les cyclistes ou avec les piétons, peu importe. Il n'y a jamais eu autant de tensions que depuis que la crise Covid est passée par là, qu'il y a eu énormément d'aménagements. Il n'y a jamais eu autant de tensions entre les différents nafteurs, automobilistes et cyclistes. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de tensions autour de toute une série d'axes. Attention, il y a toute une série par exemple, de pistes cyclables qui ont parfaitement leur sens et qui sont maintenant en fait bien intégrées dans le paysage urbain, qui permettent aussi de mieux sécuriser celles et ceux qui se déplacent en vélo. Et il y en a de plus en plus, donc il faut pouvoir les respecter au mieux. Deux éléments. Un, il aurait fallu en fait davantage investir tout de suite dans ces zones ACA. Alors les ACA, c'est une dizaine de zones à Bruxelles où on sait qu'il y a un taux d'accident qui est fortement élevé. Là, on l'a vu aussi ces dernières années, on connaissait ces zones. Il y a très peu de travaux qui ont pu être implémentés. Ici, ça commence, mais une nouvelle fois, c'est avec un ou deux coups de retard. Et puis le deuxième élément, c'est vrai qu'il y a toute une série de pistes cyclables qui ont créé parfois de la tension. Pourquoi ? Parce que des fois, vous avez des grandes artères où on réduisait une ou deux bandes et donc automatiquement, les gens se retrouvaient coincés malheureusement dans leur voiture parce que pas encore d'autres alternatives. Mais en fait, il y avait déjà une piste cyclable avant qui était construite un peu plus loin, mais qui n'avait juste pas, une nouvelle fois, soit réparée, soit entretenue. Et donc, au lieu de le faire, ils en ont construit une juste à côté. C'est sûr que ça crée la tension, ça crée l'incompréhension, et c'est une nouvelle fois un signe de maladresse. Un autre problème de mobilité qui pourrait se produire, et peut-être nous dire où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, c'est le viaduc Herman de Brou. Oui. Jérémy Van Gorp était venu nous en parler lors de la 24e émission. Et il nous disait qu'il y avait donc ce projet d'abattre ce viaduc. Il est toujours là pour l'instant. Jusque quand ? Alors, je pense qu'ils n'ont pas de date, ils n'oseraient pas donner de date. Alors, le fait de supprimer le viaduc, il y a aussi une question d'esthétique, il y a aussi une question, c'est vrai, ça cicatrise quand même l'entrée de Bruxelles. Donc, on peut réfléchir autour de ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on va abattre le viaduc Herman de Brou, et puis on va créer un parking de dissuasion de à peine, si je me souviens bien, 400 places. Et donc, on estime qu'il y a à peu près à peine 400 nafteurs wallons qui viennent à Bruxelles depuis cette entrée-là. On sait que c'est beaucoup plus. Et en plus de ça, on ne crée pas, si vous voulez, de prolongation, alors soit du métro, alors en souterrain ou en aérien, parce que c'est un peu moins cher, vers ce parking dissuasion. Et donc, on a calculé, quelqu'un qui, par chance, trouverait une place dans ces 400 places parking dissuasion, après devrait, s'il va aller jusqu'à Arlois, parfois avoir 3 ruptures de charge, voire plus.
C'est sûr qu'avec autant de fois où vous devez descendre du métro ou du bus, descendre du tram et en reprendre un, tout ça pour faire une aussi petite distance, bah, ça vous décourage. Et donc, qu'est-ce que ça risque d'arriver? Ça risque de faire en sorte que les gens ne viennent plus à Bruxelles et à la place aillent s'implanter en dehors de Bruxelles. Ce que l'on voit beaucoup trop, c'est 3000 entreprises qui quittent Bruxelles chaque année. Quand on parle d'arriver à Bruxelles, justement, Xavier Takoun, qui s'occupe de Espace Mobilité, un bureau d'études, défend une autre théorie, c'est de dire qu'il faut augmenter même parfois le prix de la première classe et en tout cas avoir des vraies classes, qu'une première classe soit avec énormément de confort, avec de la connexion Internet, avec beaucoup plus de confort et qu'on doit davantage segmenter plutôt que tout vouloir rendre gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Mais oui, bien sûr. Vous savez, attendez, la SNCB, c'est une dette phénoménale. Et donc certains veulent rendre tout gratuit. Mais je dis attention, ne vous méprenez pas. Si vous rentrez dans le train, soi-disant gratuitement, vous ne devez pas oblitérer ou montrer votre ticket, la facture, vous allez la recevoir un peu plus tard, dans vos impôts ou dans votre déclaration d'impôts, peu importe. Mais vous allez quand même devoir le payer puisque c'est une entreprise publique. Une entreprise publique qui doit être performante, qui doit en effet, comme il le dit M. Takoun, extrêmement confortable. On doit avoir envie de prendre le train, le bus, le tram, le métro, autant qu'on a envie de prendre sa voiture parce que c'est chaud, parce qu'on est à l'aise, parce qu'on a sa liberté. Tout ça, c'est un coût. Tout ça, c'est un coût. Et donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On va me répliquer, oui, mais quid par rapport aux plus précarisés? Il existe déjà, je suis président de CPS, une multitude d'outils qui permettent précisément de rendre souvent gratuit en réalité l'accès au transport en commun pour celles et ceux qui traversent une situation financière plus difficile. Et donc, dire que oui, en effet, il faut pouvoir offrir des transports en commun beaucoup plus confortables et de plus grande qualité, je pense que c'est une des clés de l'avenir de la mobilité à Bruxelles et en Belgique particulièrement. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. On a essayé de retracer les grosses thématiques qui sont le plus revenues pendant ces 50 premières émissions. On a commencé avec la formation. Je voudrais terminer avec l'entrepreneuriat. On avait Mna Chaouch il n'y a pas longtemps qui travaille pour Wikipreneur. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors aujourd'hui, pour terminer, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui manque à Bruxelles pour qu'on puisse y arriver? Vous savez, je pense qu'il manque deux éléments. Le premier, c'est une culture de l'entrepreneuriat dans le cycle de formation. Il faut que les uns et les autres qui passent par l'école, que ce soit les plus petits jusqu'aux plus grands, aient quelque part cette sensibilité à vous pouvez soit travailler pour quelqu'un, soit aussi travailler pour vous-même, créer votre propre emploi. Vous savez, moi j'ai fait des études où normalement la plupart des gens deviennent entrepreneurs quand ils sortent des études que l'on fait. Je n'ai jamais à un seul moment été sensibilisé à comment faire pour lancer sa propre boîte, se lancer soi-même, pas seulement. Par contre, aller pointer au chômage, ça on m'a expliqué comment il fallait faire. Et donc il y a toute une culture de l'entrepreneuriat qui doit davantage percoler tout au long du parcours éducationnel. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est qu'il faut lever une série de barrières à celles et ceux qui veulent se lancer. Je vous prends un exemple. Si vous voulez maintenant ouvrir votre petite Eureka à Bruxelles, vous devez passer une batterie d'examens, une batterie de tests qui ont très peu été organisés pendant le Covid d'ailleurs, alors qu'un peu plus loin, une nouvelle fois, en Flandre, il ne faut pas le faire. Mais comment voulez-vous arriver à lancer en fait toute une série de jeunes qui veulent peut-être justement au lendemain du Covid être leur propre employeur quand vous maintenez autant de barrières et quand vous ne créez pas une culture de l'entrepreneuriat dans l'école? David Esther, merci d'avoir Merci été à avec vous, nous. Je rappelle surtout. que vous êtes député et président du MR Bruxelles. C'était déjà la 50e 50e. émission. On se retrouve chaque mardi et chaque jeudi matin avec à chaque fois des invités politiques, la société civile, parce que oui, on ose donner la parole à tout le monde et on va continuer pour cela. Merci de nous suivre chaque matin. À très vite.